Merci à tous d'être présents ce soir. On est heureux, nous, la Société d'Histoire des Français de Chine, d'être accueillis ce soir par le consulat du Luxembourg. On remercie chaleureusement pour l'accueil et la mise à disposition de la salle. C'est une première et ça dénote ce qu'on a dit depuis le tout départ, c'est qu'on ne veut pas être une association franco-française fermée sur elle-même, mais qu'on veut être aussi ouvert à toute la francophonie. Donc on est très très heureux de faire ça aujourd'hui ici, c'est une première et peut-être pas la dernière, on verra. Mais en tout cas, merci beaucoup. Donc la Société d'Histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense que vous n'êtes pas nombreux, parce que je vois beaucoup de fidèles, c'est des gens qui ne se prennent pas forcément au sérieux. On essaye de faire des choses pour partager notre passion et vulgariser les connaissances historiques qui nous intéressent tous. Donc on a monté cette association, on est aujourd'hui 150 voire plus membres, et on propose donc des conférences une fois par mois, des visites historiques avec Nicolas, dans des formats mobiles ou immobiles, vous en avez entendu parler, donc autour d'objets aussi. On publie des articles toutes les semaines de façon hebdomadaire donc, sur notre WeChat. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait vraiment beaucoup de choses, et puis de temps en temps on fait même la fête une fois par an. On a des grandes chanteuses qui viennent nous régaler, on mange bien, enfin, on est dans un cadre historique. On essaie de bien faire les choses et de voyager dans le temps. Et donc ce soir, encore une fois, on va aller voyager dans le 19e siècle, la découverte de Prosper Giquel. Je vais m'arrêter là. Mathias est membre du comité directeur, donc il y a quelques personnes qui sont bénévoles et qui organisent tout ce qu'on fait ici. Et Mathias est luxembourgeois. Et donc, pour faire honneur au Luxembourg, on voulait te laisser la parole 30 secondes, une minute, comme tu le sens. Ouais. Il avait un petit peu peur, mais on le rassure. Tu as le droit de faire rapide parce que c'est pas grand-chose ce soir. Je tenais juste à remercier évidemment d'abord le consulat du Luxembourg qui nous accueille. Et je veux dire qu'en tant que franco-luxembourgeois né à Bruxelles, je suis très fier de représenter la francophonie à Shanghai. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des événements prochainement avec l'équipe du consulat qui nous a accueillis généreusement. Et puis à la fin, on sera aussi régalé par le consulat. On aura l'honneur de goûter du vin luxembourgeois, du pinot blanc de la Moselle. Donc voilà, vous êtes des grands privilégiés. Je suis ravi de découvrir ces vins avec vous ce soir. Et bonne conférence à tous. Voilà. Bien. Bonsoir à tous. Une nouvelle conférence ce soir, la deuxième conférence de notre saison. Ce soir, on accueille Philippe Forlereau, qui est bien voulu se prêter au jeu difficile de cette présentation. Alors qu'il est tout à fait à l'aise avec cette présentation, en fait. Oui. Alors, qu'il faut dire parce qu'on a préparé cette conférence avec Philippe, je lui ai demandé, en fait, pour lui donner cette passion pour l'histoire franco-chinoise. C'est un passionné. Pour répondre à la question de tout à l'heure, ça n'est pas un historien. Au sens ingénieur. Voilà, au sens où on peut l'entendre, c'est un ingénieur qui plus est centralien. Et donc je lui ai donc demandé d'où te vient cette passion et pourquoi en fait as-tu cherché comme ça des éléments sur Prosper Giquel en fait. Il a écouté. Et il m'a dit en fait par curiosité au départ je suis arrivée en Chine depuis longtemps, tu es reparti, tu es arrivé pendant très longtemps. Il me dit par curiosité j'ai cherché en fait qu'étaient devenus tous ces ingénieurs centraliens qui étaient arrivés au 19e, au 20e siècle à Shanghai, et de fil en aiguille, le fil rouge en fait de tes recherches ça a été les ingénieurs centraliens. Ils ne sont pas arrivés à Shanghai avec des produits. Ils sont arrivés par le sud. En fait. Oui, c'est vrai. Oui. Puisqu'il y avait beaucoup d'ingénieurs centraliens dans la construction du transilien. Voilà, les voies de chemin de fer. Bon, donc voilà, c'est ton fil rouge. Oui. Et pour la petite histoire, tu es vice-président de l'Académie des élèves ingénieurs de Centraliens. Voilà. Pas des élèves, des ingénieurs. Pas que ça. Pas que ça. Les Centraliens au sens. Les Centraliens de Shanghai. En Chine. Centraliens en Chine. Centraliens au sens large en Chine. Voilà. Donc ce soir, tu nous parles de Prosper Giquel. Voilà. Tu avais d'ailleurs écrit un petit article avec quelqu'un dans la salle. J'en avais fait 20 pages, il en reste quoi, 2, 3 Quelque chose comme ça. Un article avec son
Ancré avec. Ouais. Voilà. Donc ce soir, je te laisse parler de Prosper Giquel, qui fut quand même un fervent, comment on peut dire, Un pionnier. Un pionnier de l'amitié franco-chinoise, de la collaboration franco-chinoise. Je te remercie. On va commencer. Alors ça, c'est la page de garde standard. Moi, j'avais préparé ça sur une image de l'Orient. Hein. Voilà. Juste un petit mot avant de commencer la présentation. Alors, comme on l'a dit, moi j'ai commencé à regarder les Français en Chine il y a quelques temps, en 2010, en fait, à l'occasion du centenaire de la ligne du Milan. Et puis, je suis rentré en France et j'ai acheté Le Monde Chinois, qui était un magazine dédié à la Chine, dont le rédacteur en chef à l'époque était René Guénet, et Prosper Giquel est un de ses héros. Donc c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec Prosper Giquel. Je voulais vous amener le numéro 11, le fameux numéro 11, mais malheureusement je l'ai oublié désolé. Donc ça c'est le programme. Juste un mot, la cloche là, elle se trouve aux missions étrangères à Paris. Elle a été ramenée de Canton après les incidents dont on va parler juste après. Alors, Prosper Giquel. Qui est Prosper Giquel? Alors, j'ai pas trouvé grand-chose sur sa jeunesse. Par contre, dans une nécrologie, j'ai appris que son père était commis à cheval des contributions indirectes. Donc, en Bretagne, comme indique son nom. Un de ses aïeuls, qui a fini contre-amiral, qui s'appelait Coudet de Villeneuve, était un héros de la marine. Il a fait face à une demi-douzaine de navires anglais au large du Sénégal, et il en est sorti vainqueur. Ça, c'était en 1779. Je vais utiliser comme... voilà. C'est une habitude de trader en fait, c'est pas parce que je suis né à Bruxelles. Donc en 1779, il battait les Anglais au large du Sénégal. Et en 1795, on le retrouve en Méditerranée, alors suivant les sources au large de Toulon, au large de Gênes, et il fait face là à 9 navires britanniques avec un autre. Il commande le Saïra, un beau bateau révolutionnaire, et il finit par se rendre parce que son bateau coule, et les Britanniques, fair play, lui font la haie d'honneur et la police, enfin ils lui remettent une épée. Donc ses ancêtres sont au service de la Compagnie des Indes et font partie de la marine de guerre. Et donc il est tout à fait normal que notre camarade Prosper Giquel entre à l'école navale, l'école de formation des officiers, en 1852, donc tout début du Second Empire, et il va faire ses études à Cherbourg, donc un cursus de 3 ans. Et on va voir que, ça je passe, que en fait son cursus il ne le finit pas, parce qu'au bout de 2 ans, les Britanniques, n'aimant pas les projets russes d'extension vers le sud, vers Constantinople et Jérusalem, décident de mettre un holà à l'expansion russe et de s'allier avec les Ottomans, les Français et les Sardes pour aller arrêter les Russes. Donc c'est ce qu'on appelle la guerre de Crimée. Et pour la guerre de Crimée, donc, Prosper Giquel s'embarque pour la Baltique. C'est normal, c'est parce que, en fait, pendant la guerre de Crimée, il y a eu 2 fronts. Un front nord, comme on le voit là, c'est ça, voilà. Donc, il va se retrouver là, dans le golfe de Finlande, et
Et donc il fait partie des troupes françaises qui prennent Bomarsund, donc qui est un fort russe qui défend l'approche de Saint-Pétersbourg, qui est donc le grand port russe sur la Baltique. Donc il y a une escadre anglaise, quelques navires français qui les aident, et ils sont là pour bloquer en fait la flotte russe. Suite à ces... je pense qu'il est blessé là, mais je ne me souviens plus, en tout cas il est blessé à Sébastopol. Suite à ses aventures dans la Baltique, il rejoint la Crimée et il est chargé de commander une batterie d'artillerie au siège de Sébastopol. Alors important, il est sous le commandement du capitaine de vaisseau Rigaud de Genouilly. Donc on va le retrouver ce personnage, c'est un peu un fil rouge du début de sa carrière. Suite au siège de Sébastopol, donc finalement les Russes capitulent, il est décoré de la Légion d'honneur et il est promis premier aspirant. Voilà, aspirant de première classe, pardon. Et là, il se passe un incident à l'autre bout du monde. Donc ce ne sont plus les Russes qui sont concernés, ce sont les Chinois. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'incident de Laro, qui est donc le nom d'un bateau. Non, personne. En fait, c'est le début, c'est le prétexte qui va déclencher la Seconde Guerre de l'Opium. Il se trouve que des trafiquants chinois, des contrebandiers, avaient loué le pavillon britannique à un armateur irlandais de Hong Kong pour 3 ans. Et ils faisaient donc à l'abri du pavillon britannique, et ils faisaient leur petit trafic avec Canton, enfin dans le delta, dans la rivière des Perles. Et donc ils se font prendre par une patrouille chinoise. Ils sont arrêtés, puisqu'ils trafiquent, c'est ce qu'on appelle des pirates à l'époque, et ils sont emmenés. Le consul anglais, qui s'appelle Parkes à l'époque, avant l'incident, et dit mais non, c'est un bateau britannique, vous ne pouvez pas, faut les relâcher, il faut relâcher l'équipage immédiatement, faut vous excuser formellement, et vous n'aviez pas le droit de descendre le pavillon britannique. Alors, ça c'est un petit détail de l'histoire, mais on ne sait pas s'ils l'ont descendu, s'ils l'arboraient ou pas. Enfin, en gros, un petit incident local qui a mis le feu aux poudres, sachant qu'il y avait un fort lobbying des commerçants en tout genre britanniques auprès de leur gouvernement et de leurs autorités locales pour avoir accès à Canton, ceux dont ils n'avaient pas l'accès malgré la Première Guerre mondiale, à la ville de Canton. Donc, pour résumer, un incident local qui est monté en mayonnaise, qui remonte au Parlement anglais et qui va provoquer la Seconde Guerre de l'Opium. Côté français, donc on a Napoléon III, anglophile, contrairement à son nom. Il faut dire qu'il a passé une partie en exil de sa vie en exil à Londres. Lui, le prétexte pour les Français, enfin la cause de l'intervention française, c'est l'exécution du père Chapdelaine, qui se trouvait au Banksy tout à fait illégalement et qui s'est fait attraper par les autorités locales et exécuté après quelques tortures. Donc voilà la cause de l'intervention française à côté des Britanniques et donc leurs alliés de Crimée. On envoie donc, les Britanniques ont des votes au Parlement, décident d'envoyer une expédition pour remettre raison à ces Chinois qui ne veulent pas ouvrir leur commerce aux marchands européens. Giquel embarque donc en 1857 à bord de l'Audacieuse, qui se trouve être commandée par
Rigaud de Genouilly. En fait, il est son aide de camp. Ça, donc, c'est une petite maquette qui se trouve toujours au musée de l'Orient des factoreries, ce qui était ouvert aux marchands étrangers à Canton, qui seront roulés. Il arrive. Alors, les Britanniques d'abord canonnent Canton, mais ils se retirent. Et en fait, ils font le siège de la rivière des Perles. Entre-temps, 57, c'est la révolte des Cipayes en Inde. Donc les Britanniques sont un peu occupés. Donc ils retardent un peu leur intervention sur la Chine. 1er janvier, je passe vite parce que c'est pas une histoire de la Seconde Guerre de l'opium. 1er janvier 58, prise de Canton. Il se trouve que Giquiel étant un bon anglophone, ce qui est noté dans son dossier à l'école navale, il est nommé comme adjoint de comment s'appelle-t-il, Martineau de Chenet. Voilà. Donc il y a une commission anglo-française qui est chargé d'administrer, enfin pas tout à fait d'administrer, de superviser l'administration chinoise qui reste en place à Canton. Et donc cette commission anglo-française qui comprend un militaire britannique et un militaire français, et puis donc deux militaires britanniques, pardon. Et puis un interprète qui est Parks, le consul qui a mis le feu au poudre. Et il se trouve que, donc Martineau de Chenet, parlant pas très bien anglais, il a besoin d'un adjoint qui est Prosper Giquiel, qui fait le traducteur. Comme il est sur place, qu'il faut bien qu'il s'occupe, il apprend le cantonais, langue facile, qui parle cantonais. Grâce à ça, en fait, il est nommé à la tête d'un corps de police franco-chinois. Parce que ce qui se passe, c'est que la police chinoise n'est pas très efficace vis-à-vis notamment des agressions envers les occupants. Donc il y a deux corps de police qui sont montés, un anglo-chinois et un franco-chinois. Et lui est donc le commissaire de police du corps franco-chinois. Et puis, tant qu'à faire, une fois que le cantonais est à peu près assimilé, on se met au mandarin, à la langue officielle, qu'il apprend d'abord avec des méthodes protestantes, de missionnaires protestants, puis après avec ce qu'on appelle un mandarin. Donc il a un prof sur place qui lui apprend à rédiger les documents officiels, etc. Et quand je dis des leçons d'écriture, c'est d'être capable de traduire un document officiel et dans les deux sens, quoi, du français au chinois ou du chinois au français. Ce qui est, pour les Chinois qui sont ici, le chinois. On sait que la langue officielle, c'est pas facile. Mais on verra par la suite qu'il y a des mots. Je passe rapidement. Il va faire un tour avec son mentor Rigaud de Genouilly, aller bombarder Touran, donc Da Nang aujourd'hui au Vietnam, pour régler une petite affaire au passage. Il débarque quelques soldats pour remettre les Annamites à la raison. Et puis il revient donc à Canton et il y a un gros scandale qui a lieu à ce moment-là dans le delta de la rivière des Perles. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme c'est écrit ici, comme c'est illustré par la caricature, les États-Unis ont mis fin à la traite. Donc ils ont toujours l'esclavage, mais ils n'ont plus de nouveaux esclaves qui viennent d'Afrique. Et ils ont besoin de main-d'œuvre
pour les mines, et puis ce qui est très connu pour les chemins de fer. En face de la résidence de M. le Consul général de France, il y a ah non, c'est pas là, c'est Reichenbach, mis un monument aux Chinois qui ont été construire les chemins de fer aux États-Unis. Et donc, il y a des gens qui profitent de la situation pour kidnapper des gens le long de la rivière des Perles et de ses affluents pour les envoyer bosser donc aux États-Unis, mais aussi en Amérique du Sud, au Pérou, entre autres. Donc les pirates sont, j'ai mis anglo-américains, mais c'est surtout américain, et aussi espagnol pour la filière qui va vers le Pérou. Alors il est décidé, donc un des problèmes, c'est que ces pirates, ils prennent tout ce qui se passe, donc non seulement les pauvres, mais aussi les riches. Et donc forcément, ça fait mauvais genre, et les familles vont se plaindre aux autorités chinoises qui remontent le problème à la commission franco-britannique, enfin mixte, franco-britannico-chinoise, qui gère la zone occupée. Et donc il est décidé de mettre en place des centres de recrutement avec des contrats, et que les volontaires qui veulent s'engager pour aller travailler aux États-Unis ou ailleurs, mais essentiellement aux États-Unis, peuvent se présenter et signer un contrat. Alors, le contrat, il est bilingue, anglais-chinois, et en plus, les inspecteurs qui sont nommés, dont Jiquel, dont un anglais et plusieurs chinois, expliquent la tenue du contrat aux gens qui vont les signer. Alors, ça n'arrête pas tout à fait les trafics, même si la marine britannique met un bémol à cela, mais c'est quand même un premier pas, et ça peut faire penser à ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, avec les volontaires qui ont été travailler en France. Voilà. Alors, il y a des petits... Alors ça, donc c'est parce qu'il parle chinois aussi qu'il fait partie de cette commission et qu'il devient inspecteur. Alors, le traité, enfin les traités, la diplomatie fait son jeu, le traité de Tianjin est signé, et donc les troupes d'occupation finissent par évacuer le canton. Et Jiquel, à ce moment-là, a envie de rester. Il a investi quand même dans la langue, entre autres, dans la culture. Et il demande un congé sans solde à la marine, qui lui est accordé. Et il faut dire qu'un de ses collègues au sein de la commission comme interprète était Robert Hart. Vous connaissez peut-être, qui est le futur patron des douanes impériales. Alors, il ne l'est pas à l'époque, mais je pense que les deux ont dû se faire recruter en même temps par le patron des douanes impériales qui s'appelle Horatio Nelson, pour le dire. Et donc, il est engagé, Jiquel est engagé aux douanes maritimes, et il est affecté à Ningpo. Excuse-moi, Horatio Nelson Lay, c'était un Macanais anglais, non? À ma connaissance, c'est un pur Brit. Okay. C'est lui qui avait vendu une flotte, enfin bref, on en parlera si je commence. Ningbo, c'est l'ancien nom de Ningbo ou C'est pareil, c'est une ancienne transcription. de Ningbo? Oui. D'accord. Mais la prononciation, la prononciation a peut-être changé parce qu'on parle plus mandarin et moins ningponais, mais les gens de Ningbo disent Ningbo. Mais, voilà. Juste pour remettre tout ça en contexte, nos amis franco-britanniques occupaient le delta de la rivière des Perles ici. À la même époque, les Taiping
occupait tout ça. Et puis en jaune, là, ces taches, c'est d'autres rébellions que les Taiping. Donc en fait, c'était la totale anarchie dans tout le sud de la Chine. On va bientôt y venir. Donc il se trouve un Ningpo qui est là. Et comme on voit, les Taiping sont pas loin. Alors, on y passe directement. J'ai raccourci parce que j'ai pas assez de temps, et comme je suis très bavard. Donc il est nommé à Ningpo, mais les Taiping arrivent et prennent la ville. Donc lui se replie sur Shanghai. Les troupes, l'escadre d'Extrême-Orient française arrive, les troupes britanniques aussi pour défendre Shanghai. Et il devient interprète de l'amiral Protect, et donc un des leaders, enfin le leader des troupes françaises. Pour défendre Shanghai, ils ne se contentent pas de rester dans les concessions, ils font aussi des petites sorties, notamment une sortie un peu longue vers Gaoqiao, qui est occupée par les Taiping. Et à cette occasion-là, il commande une batterie de campagne, de canons, pour aller déloger les Taiping que les étrangers trouvent trop près de Shanghai. Alors, à noter, nous avons un capitaine tardif du Muad'Dib qui était, c'est important, qui avait créé un corps franco-chinois d'artillerie, donc de l'artillerie de campagne, des petits canons qui se déplacent facilement, et donc dès juin 61. Ningpo, on revient à Ningpo. Ningpo est occupé par les Taiping. Les étrangers sont prétendument neutres jusqu'à un certain point. Et il se trouve que les impériaux, on va les appeler comme ça, font venir des pirates, pour reprendre Ningpo. Et ils leur prennent, comme on le voit, appuyés par la marine britannique et française, mais essentiellement britannique. Donc la ville de Ningpo est reprise, Jikel revient, il rouvre le bureau, même s'il n'y a pas grand-chose à faire, parce que tout le Zhejiang est en guerre et encore aux mains des Taiping. Donc on ne peut pas exporter le thé ou la soie. Donc lui, il a une idée, c'est de proposer aux bourgeois de Ningpo ce que les bourgeois de Shanghai ont fait à Shanghai, c'est-à-dire financer un corps sino-étranger. Donc en fait, on sait à Shanghai que ça a été un sino-pirate américain, déserteur, etc. Là, il s'agit de faire un corps chinois encadré par des officiers, sous-officiers de l'armée française, de la marine française. Donc, il organise ça donc, côté financement et côté marine. Il soumet son projet au capitaine de Kersozon et qui est remplacé par le commandant Faucon qui approuve et qui désigne donc Breton de Cavigny pour diriger le corps. Donc il s'agit de 400, c'est écrit, 400 hommes chinois encadrés par des officiers sous-officiers français. Dans les officiers, il y a Breton et Tardif, voilà, qui se relaient au commandement, sachant que le projet était de binôme au départ, et que les gens de Ningpo ont trouvé qu'il fallait faire un essai avant d'augmenter. Ce sont de bons commerçants.
Donc l'armée toujours victorieuse de l'Ouest, donc à Shanghai, son pendant c'est la Chongqietu, qui est l'armée toujours triomphante de Tardif, Breton, Giquiel, d'Aigbel, on va voir après, il y a d'autres officiers. Donc ce corps, il est là en soutien de l'armée du Zhejiang, appelons-la comme ça, qui est sous les ordres de Zhuo Zongtong, qui est donc un mandarin. On a en fait, on va faire un petit retour en arrière. Les troupes impériales se sont fait étrier par les Taiping un peu partout. Et la première résistance qui a vraiment été mise en place, c'est Zhongbofan au Hunan, qui a monté une armée à partir des milices locales, donc qui a recruté que des Hunanais. Donc il a monté une armée de Hunan. Et comme principaux collaborateurs, il y avait ces deux frères. Li Hongzhang, qui est plus connu, notamment parce qu'il est devenu en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères de l'Empire Qing, lui, il était à la tête d'une armée similaire qui venait de l'Anhui. Il recrutait dans l'Anhui, des soldats de l'Anhui, et il est descendu sur Shanghai. C'est lui qui protégeait, enfin, qui était sur le flanc est. Donc Hunan, ils avançaient par l'ouest, Li Hongzhang par l'est, et au sud de Zhuo Zongtang, avec nos amis français de l'armée toujours triomphante. Juste un commentaire, je suis gêné parce qu'en fait la mise en page n'est pas sur le même cadre, et donc des choses qui se... Donc ce qui se passe, c'est que les Français, les Chinois et l'armée toujours victorieuse qui les aide au début, et ils repoussent petit à petit les Taiping avec des va-et-vient le long du golfe Zhejiang. Donc ils remontent de Ningpo vers Hangzhou. Donc il y a plein de canaux déjà qui permettent aux canonnières, je cherchais le mot, aux canonnières de venir appuyer les troupes impériales françaises, ce qui joue un rôle déterminant dans certains sièges. Et lors du siège de Shangyu, ou Shangyo, je ne sais pas exactement, puisque les transcriptions de l'époque ne sont pas pénibles, donc c'est un peu dur à savoir. Donc, lors du siège de Shangyu, Prosper Giquiel se fait blesser en tentant de poursuivre les Taiping qui rentrent dans la ville. Et au niveau de la porte, en fait, on lui tire dessus et il se fait fracasser l'épaule. Donc il continue un peu son rôle d'organisateur, d'intendant de l'armée, mais il n'est pas très efficace, et donc il décide de rentrer en France. Donc avant de rentrer en France, j'ai mis ça, il sert d'interprète à Léonce Verny. Alors Léonce Verny est un polytechnicien, contrairement qui est à Ningpo, et on lui avait demandé en fait de travailler sur la construction d'un arsenal à Ningpo. Donc ça évoque. Et en fait il continuera sa carrière au Japon, et il montera un arsenal au Japon. Donc après Shanghai, après Giquiel se rend à Shanghai, il s'embarque pour Marseille. Un détail intéressant, c'est que sur le bateau, le voyage dure quelques mois. Sur le bateau, il fait connaissance de Ferdinand de Lesseps, qui l'introduit auprès du ministère des Affaires étrangères. Alors, là, je reviens un peu en arrière et je vais aller un peu en avant, mais Giquiel a constaté, donc, par son rôle aux douanes,
que les Français n'étaient pas très présents en Chine. Et donc il essaye de motiver par une série d'articles les industriels et les commerçants français à venir, comme leurs homologues britanniques ou américains, puis allemands, etc., en Chine. L'insurrection des Taiping en Chine, donc il fait un article dans la revue des Deux Mondes. Pour lui aussi, c'est l'occasion de marquer la place de la France dans le grand empire du monde. Et donc, il demande aussi à la France de soutenir son armée toujours triomphante et de faire un petit effort, parce que, en tant qu'ami du gouvernement, en luttant contre les rebelles, on peut en tirer quelques avantages après la guerre. Il rencontre Napoléon III, qui lui dit très bien mon gars, enfin il lui dit pas comme ça, mais un des problèmes qu'il y aura tout au long de la carrière de Gicquel, c'est qu'il a un soutien pas formel en fait de l'empereur. Il a souvent le ministère des Affaires étrangères contre lui et le ministère de la Marine qui le soutient plus ou moins. Donc son support, c'est la Marine. Et voilà. Donc il demande un nouveau congé, puisque son précédent congé ayant expiré, il demande un nouveau congé pour retourner à Champagne. Et donc il y a un grand article dans la revue des Deux Mondes, La France en Chine, qui aussi plaide pour un investissement industriel et commercial dans le pays. C'est disponible sur Galicia pour ceux qui veulent le lire en entier. Huzhou, donc l'Ironjan reprend Suzhou, il remonte vers Nankin, Tom Gofan, enfin son frère, fait le siège de Nankin. Nankin tombe. Le dernier point fort des Taiping, c'est Huzhou, donc qui est dans le nord du Zhejiang, au sud du Taïwan. Et là se réfugient un peu toutes les bandes qui restent à droite à gauche, qui ont été expulsées des autres villes. Ils tiennent fermement Huzhou. Et il y a plusieurs tentatives pour prendre la ville qui échouent. Donc Gicquel, l'armée toujours triomphante, fait partie du siège. Paul Degbel, qu'on va retrouver après, qui est un autre officier de marine, qui a pris la succession de Tardif et de Breton, qui, comme on voit sur la première ligne, Breton meurt au combat et Tardif, blessé, meurt lors de son retour en France. Donc Gicquel prend la tête de l'armée toujours triomphante. Il rencontre Tuozongtang, pardon, j'arrive pas à le dire bien, la première fois le 15 juin, donc c'est une rencontre très importante, comme on va le voir par la suite. Nankin-Ton, Huzhou, dernier bastion. Finalement, l'Ironjan qui a nettoyé la zone de Suzhou, Wuxi, etc., descend sur le Taïkou. Mais en fait, ils n'arrivent pas à déloger les Taiping. Donc, comme ils ont lu sous eux, ils ouvrent une petite porte et les Taiping s'en vont. Et il y aura une poursuite pas très pressée, mais finalement ils s'en vont vers l'ouest et ils seront achevés lors de combats, d'escarmouches, etc. Pendant les mois qui suivent. Voilà. Donc, fin de l'épisode Taiping. Donc, l'armée payée, comme on l'a vu par la ville de Nippo,
Voilà, ne sert plus, donc on la dissout. Donc Jiquiel revient aux douanes. Il est nommé à Shanghai brièvement, avant d'être reposté à Rinco. Donc je n'ai pas trouvé la douane de Rinco de l'époque, donc j'ai mis celle des années 30, 20, 10. Alors là, ce qui se passe, c'est que on a vu sur la carte tout à l'heure, il y avait d'autres rébellions. Donc il y a une autre rébellion importante qui s'appelle la rébellion des Miennes, qui a pris naissance dans le Chalon, qui a évolué vers Renan, et qui menace de loin Rinco. Et en plus, les troupes impériales du coin se sont rebellées. Donc Jiquiel, en accord avec les autorités locales, dit je vais vous monter un petit corps franco-chinois, enfin sino-étranger, là, pas avec les Français. Et donc il constitue un corps de protection, un corps militaire de protection, et il y adjoint 2 écoles, une en anglais et une en français, pour former les cadres de l'armée. Flashback. Donc on revient. L'expérience de la guerre contre les Taiping a montré que les armées impériales étaient complètement inefficaces. Le seul corps qui a joué un vrai rôle, c'est un corps de cavalerie mongole, mandchou, dans le nord de l'Anhui, qui a bloqué en fait l'avancée des Taiping vers Pékin. Et à part ça, ils n'ont pas fait grand-chose. Et par contre, les corps montés par Zhong Baofan ont vu toute l'efficacité des canonnières, des transports à vapeur, et puis d'armement étranger, donc sur l'Yangtze, mais aussi, comme on l'a vu au Zhejiang. Donc Zhou Tong adresse des mémoires à l'empereur pour monter une flotte moderne, donc plus des jonques à l'ancienne, mais une flotte à l'européenne, ce qui veut dire à vapeur à l'époque. Et pour ça, suivant les préconisations de Lin Zexu, le mandarin qui a détruit l'opium à Canton, Lin Zexu disait qu'il faut fabriquer tout ça nous-mêmes, s'approprier les techniques et polluer. Donc Zhou Zongtang missionne Paul Degbel, l'officier qui a succédé à Tardif, qui est un breton, en France, pour voir combien ça coûte, comment organiser un projet d'arsenal et faire un budget. Au passage, Egbel est reçu par Napoléon III, toujours oui, on vous supporte, mais on n'écrit rien. Jiquiel, lui, reste en Chine et il travaille sur les contrats nécessaires pour mettre en œuvre le projet. Le 14 juillet 1866, l'empereur approuve le projet et le contrat est signé en septembre. C'est en dessous, mais c'est pas grave. Là, juste, c'est un bateau, donc c'est le genre de bateau que souhaite faire la Chine. Hein, c'est 1865 et c'est pris à chapeau. Et voici le bébé une fois réalisé, l'arsenal de Fuzhou. Donc l'arsenal, c'est une grande usine, essentiellement. Avec tous les ateliers qu'il faut pour
fabriquer les navires et les armées. Et également, on peut noter au passage que les instruments sont aussi fabriqués en Chine. Les premiers bateaux, en fait, seront motorisés avec des moteurs importés de France. Mais par la suite, les moteurs seront fabriqués en Chine. Il y a un moteur qui est amené, qui est apporté pour servir de modèle et qui est ingénierie inverse, enfin, etc. Donc, ça faut maintenant. Avec ça, donc on a vu à Buran, Jiquel avait monté des écoles pour les officiers. Là, il met en place des écoles. Donc tout ça, c'est prévu dans le contrat. Pour former les officiers et les sous-officiers sur les bateaux. Et également les ingénieurs et techniciens contremaîtres qui vont œuvrer sur les chantiers. Voilà. Donc le projet est lancé, mais ça ne va pas être si facile que ça. D'abord parce que le sponsor, qui a un grand aura, qui est au montant, je dirais pas, il a fait ses preuves dans le Zhejiang, on l'envoie dans le Gansu aller mater les rebelles musulmans qui sont soulevés. Donc il part au tout début du chantier, il part, il n'est plus là, plus disponible pour soutenir. Un autre facteur, c'est que les vice-rois, après être au longtemps, ils défilent. Il y en a pratiquement un par an. Donc c'est pas de leur part qu'on va obtenir un soutien. Par contre, Tuo nomme Shen Baozhen, qui est quelqu'un de clé dans la modernisation de la Chine, comme commissaire impérial en charge de l'arsenal. Donc c'est grâce à Shen que l'aventure va pouvoir continuer. On le retrouvera sur les chemins de fer un peu plus tard. Juste un détail, Shen Baozhen est le gendre de Lin Zexu. Donc, toujours s'approprier les techniques, il a ça dans la tête et il est là pour moderniser la Chine. Deuxième problème, après le départ de Tuo Zongtang, c'est le financement, parce que l'empereur a bien approuvé le projet, mais il ne met pas un sou dans la caisse. Il a décidé que ce serait les provinces du Fujian, du Guangdong et du Zhejiang qui devraient financer. Comme il se doit, le Zhejiang et le Guangdong donnent un tout petit peu au début, et puis après ils oublient de verser leurs cotisations. Et le Fujian, tout le poids reporte sur la province. Et donc, ils ne sont pas très contents et se font tirer souvent l'oreille pour décaisser les sommes nécessaires, notamment pour payer les fournisseurs en euros. Et donc, un des rôles de Jiquel, ce sera de négocier avec les autorités locales des versements auprès de l'Arsenal pour que l'Arsenal puisse payer les fournisseurs le troisième problème, alors on a vu qu'il y avait un problème côté chinois, il y a aussi un problème côté français. Il y a une cinquantaine de cadres, de personnel français d'encadrement sur place. Et ils ne sont pas comme Jiquel. Jiquel, a compris, on peut le dire, c'est acculturé et se trouve tout à fait bien dans le cadre qu'il a lui-même fixé par contrat. Donc il est au service de la Chine. Quelque chose que, à son tout commencement aux douanes de Nippo, son chef, Horatio Nelson, lui avait dit « Maintenant, tu es au service de l'Empire Qing ». Donc voilà, lui, il est au service de l'Empire Qing.
Par contre, les autres Français qui débarquent de France ne sont pas tout à fait d'accord avec cette conception, et dès qu'il y a des bisbilles avec l'encadrement chinois, ça se passe plutôt mal. D'autant plus que les douanes impériales de Robert Hart auraient bien voulu récupérer le projet. Et ils ont un représentant sur place qui était tout à fait d'accord, parce qu'il se voyait bien à la place de Giquel, qui s'appelle de Méritens, le baron Eugène Hermann de Méritens, qui donc ne cesse de mettre des bâtons dans les roues, de diffamer, de divulguer des fausses informations. Il est soutenu en ça par le consul de France, qui lui a un autre point de vue, c'est que suivant les traités illégaux, les résidents étrangers ne ressortissent pas de la justice locale. Il y a un droit d'extraterritorialité. Donc Blancheton considère que les Français de l'Arsenal relèvent de son administration. Donc plusieurs incidents ont lieu, notamment avec le patron de l'Arsenal, le premier, qui intente un procès à Giquel. Et Giquel sera personnellement conduit devant la cour consulaire avec des procès intentés par le personnel français, par certains membres du personnel français. Donc Talbot, le chef, est remercié, du coup il empoche une grosse prime, il part, et c'est un ingénieur centralien qui fait l'intérim, celui on verra peut-être plus tard. Le Yangon, ça c'est le fleuron des 15 navires qui seront construits. Donc le contrat qui a été signé est un contrat de 5 ans, qui prévoit donc un transfert de technologie, l'information des câbles, et la construction de 15 navires. Donc un gros, celui-ci, on va voir la liste là, des petits, des canonnières, beaucoup de transports. Et en fait, si on se réfère à la campagne qui a eu lieu en Zhejiang, c'est les bateaux anglo-français sont intervenus surtout sous forme de canonnières ou de transport rapide, parce qu'ils sont à vapeur et ce ne sont pas des gens qui dépendent de l'eau. Donc on voit, c'est pas une flotte de guerre, hein, c'est pas pour aller prendre les Philippines. C'est une flotte qui est destinée, flotte côtière, destinée à protéger les côtes, sachant qu'elles sont infestées de pirates chinois, japonais, anglais, américains, espagnols, tout ce qu'on veut. Même vietnamiens. Je suis tombé hier sur un texte qui parlait de pirates vietnamiens. Donc les 15 navires sont faits en temps et en heure. Les écoles ont été mises en place, et ils ont formé des ingénieurs et des techniciens. L'école d'officiers a formé des officiers de marine. Certains même vont être recrutés par l'Irongjiang, parce que l'Irongjiang, qui était donc dans le sud, est nommé dans le Joli, donc la province qui est en Pékin, et montera une école de marine à Tianjin. Donc il va recruter parmi les gens formés à Fuzhou. Voilà, donc ils sont capables de construire les bateaux du début des années 1860. Alors, je fais parenthèse, je vais revenir. Donc là, on a un autre personnage. Donc Giquel,
on l'a vu comme soldat, donc au siège de Sébastopol, siège de Bomarsum, contre les Talpines, au siège de Rougeau. On l'a vu ingénieur, entrepreneur à l'Arsenal, et là on le retrouve diplomate. Alors en 2 mots, Nicolas, ouais, tu le connais bien, je suppose. Tu pourras approfondir après la présentation. Ce qui se passe, c'est que l'archipel des Ryukyu, alors les Ryukyu, c'est l'archipel qui s'étend entre le Japon et Taïwan, qui est plus connu pour Okinawa aujourd'hui. Donc c'est l'archipel d'Okinawa. Mais c'est un royaume indépendant à l'époque, et qui a une double vassalité vis-à-vis de la Chine, donc il paie tribut à la Chine, et vis-à-vis du Japon, il paie tribut à l'empereur du Japon. Et donc il y a un navire des Ryukyu qui s'échoue dans le sud de Taïwan, et puis lors d'une tempête, et puis c'est une zone de jungle en fait, et les 66 marins, enfin passagers survivants, il y en a 54 qui sont capturés par les aborigènes, les tribus du coin, qui leur coupent la tête. Et il y en a 12 quand même protégés qui s'en sortent, protégés par des Chinois qui les remontent à Tainan, et de Tainan les font passer sur le continent. De là ils vont à Shanghai et regagnent les Ryukyu. Et donc on voit décembre 71, incident. En 74, le gouvernement japonais, on est toujours dans des problèmes de prétexte. Ceux qui ont lu le Lotus bleu, le Lotus bleu, ça vient que les prétextes, on les fabrique, s'il n'y en a pas. Là, le gouvernement japonais dit mais qu'est-ce que vous n'avez rien fait là, c'est pas normal, ce sont nos sujets. Et donc on va prendre l'affaire en main. Ils envoient un corps expéditionnaire, 3600 soldats qui débarquent donc, dans la jungle et qui commencent à pourchasser les natifs du coin, qui brûlent quelques villages, tuent quelques personnes. Ils se font tuer aussi, et ils sont tués aussi beaucoup par les fièvres, ce qu'on appelle les fièvres. C'est pas exactement la malaria, je suppose, mais d'autres maladies. Mais ils ne partent pas. Et donc, Li Hongzhang, qui est donc le mandarin en chef, en charge des contacts avec les étrangers, demande à Shen Baojian d'aller négocier, d'aller à Taïwan et de négocier avec les Japonais pour qu'ils partent, puisque Taïwan, en fait, à cette époque, fait partie de la province du Fujian. Donc, si ça fait partie de la province du Fujian, c'est territoire chinois. Donc, les soldats doivent quitter. Alors, côté japonais, ils ont des conseillers américains. Et donc, Li Hongzhang demande à Shen Baojian d'emmener dans ses valises Jiken, qui se trouve parler excellemment chinois et excellemment anglais. Donc, il y a une négociation, et comme toujours dans ce deuxième 19e siècle, la Chine finit par payer, et les Japonais rentrent chez eux. Voilà. Alors, suite à ça, donc on a vu le contrat de l'Arsenal s'est achevé. Donc les techniciens français sont partis. Par contre, les écoles, à ma connaissance, continuent. Mais, entre-temps, des bateaux sont passés sur les côtes chinoises. Ils n'étaient plus avec des coques en bois, comme ceux construits à Fuzhou, mais avec des coques en acier. Donc, on missionne Jiken pour aller recruter des Français pour faire des bateaux qui soient un peu plus à la page que ceux qui sont construits. C'est ça le problème avec les transferts de technologie, c'est que
on transfère à un État, mais il faut après pouvoir suivre l'évolution technique. Lors de cette mission, il propose d'emmener les meilleurs sujets des écoles formés dans les écoles à Fuzhou et de les placer pour une formation complémentaire en Angleterre pour les navigants et en France pour les techniciens, pour les gens. Et puis, donc, il met en place un programme de formation technique pour l'arsenal, pour les gens qui viennent de l'arsenal. Donc, on voit, 67, c'est un essai, il avait proposé plus, mais on lui en accorde que 5. En 76, il avait proposé 45, et on lui dit, bah, tiens, prends ces 30-là, qui passent donc dans les usines, dans les fonderies à Saint-Chamond, au Creusot, mais également à l'école des mines de Paris. Puis donc 2 autres missions en 77 et 81. Une 4e mission est prévue en 86, mais on va voir qu'elle n'aura pas lieu. Elle n'a pas lieu parce que les Français ont des visées sur ce qui est aujourd'hui le Vietnam, qui sont installés en Cochinchine, mais donc ils veulent s'emparer du Tonkin. Or, le Tonkin, comme les Ryukyu, sont un tributaire de l'Empire chinois. Et il se trouve aussi qu'au Tonkin, il y a des milices locales, mais il y a aussi des gens qui sont des mobilisés, disons, des tappings, voire des milices chinoises. Donc c'est ce qu'on appelle les pavillons noirs. Et puis en 83, c'est carrément les troupes chinoises qui passent à la frontière pour aider leurs frères tonkiens. Donc après, je passe les épisodes parlementaires à Paris. Donc la Troisième République déclare la guerre à la Chine en août 84. Il y a eu des négociations avant pour qu'il n'y ait pas la guerre, pour que les Chinois se retirent, etc. Et après le déclenchement de la guerre, les négociations se poursuivent. Un des problèmes pour lesquels ça prend un peu de temps, c'est qu'il y a 6 ministres des Affaires étrangères entre 81 et 85 en France. Donc ça fait, c'est comme les gouverneurs du Zhejiang, ça défile. Donc il y a 2 personnes qui vont jouer un rôle intéressant. Robert Hart en tant que conseiller de l'Empire Qing, parce que c'est un peu un deuxième ministre des Affaires étrangères. Il y a Li Hongzhang et il y a Robert Hart qui, lui, a l'avantage de bien connaître les Européens, comment ça fonctionne, etc. Il est déjà président de la à l'époque. Ouais. Il y est très peu de temps après mais donc, on ne va pas se laisser faire quand même par les Chinois. Donc, on envoie une flotte, la flotte de l'amiral Courbet. Rien à voir avec le pain. Enfin, je crois. Il n'y a pas cassé de colonne. Donc, le 23 août, donc, la flotte vient et remonte la côte chinoise en canonnant le long. Et donc il y a la flotte du sud qui est au Fujian, qui est à Fuzhou. Alors ici, c'est un plan d'époque, enfin juste après. Donc on voit les bateaux français en blanc, là, avec leur nom, et les bateaux chinois en noir. Ça se passe plutôt bien pour l'amiral Courbet, puisqu'il ouvre le feu, il coule tout très rapidement. Donc il coule 11 navires, et on constate le problème de la flotte chinoise, c'est que sur les 11, il y en a 9 qui sont en bois. Donc c'est ceux qui avaient été construits du temps de l'arsenal sous direction Giquet. Contrairement à ce qu'on trouve souvent quand on
on s'intéresse à l'arsenal de Fuzhou, on nous dit qu'il a été complètement rasé par l'amiral Courbet. En fait, c'est faux. Il a bien bombardé l'arsenal, mais en fait, les dégâts sont limités. Donc, c'est pas table rase comme on le lit souvent. Et les Chinois vont en fait le reconstruire. Mais ça, on verra ça. L'autre personnage avec Robert Hart qui joue un rôle, alors là en coulisses, il est tout à fait pas officiel. Jikel qui est en contact avec l'ambassadeur Zheng Tizi, qui est donc l'ambassadeur de Chine auprès de la cour de Saint-Pétersbourg, la cour de Londres et la République française. Donc il a un portefeuille. En fait, son premier rôle a été de négocier avec la Russie la restitution de territoires qui avaient été occupés dans ce qui est aujourd'hui le Xinjiang, suite à une révolte du Turkestan, comme on disait à l'époque. Et donc, il se trouve, il est basé à Londres, mais c'est lui qui est l'ambassadeur auprès du gouvernement français. Donc, Jikel fait l'aller-retour entre la France, avec les contacts qu'il peut avoir, non officiels, et la Chine. Et Londres, pardon, comme je disais. Jules Ferry, finalement, demande personnellement à Jikel de faire un projet. Parce qu'il y a des hauts et des bas dans son action. Des fois, on le pousse de côté, des fois, on le rappelle. Et donc, à la fin, en février 85, on lui demande de faire un projet de traité pour mettre fin à la guerre. Ce qu'il fait. Et finalement, le traité qui sera signé, donc qu'il fait et qui soumet à Zheng Tizi, qui l'approuve dans la mesure où un ambassadeur peut l'approuver. Et donc le traité final sera signé le 9 juin et très près du projet qui avait été fait par Jikel. Suite à toutes ses émotions, à sa blessure, etc., il s'éteint à Cannes le 20 février 1886. Son corps est ramené à Paris et les funérailles ont lieu à l'église de la Madeleine avec des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Marine, son ministère de rattachement, et tout le personnel de l'ambassade de Chine à Paris. L'ambassadeur, il y a plusieurs discours, mais l'ambassadeur livre son discours. Voilà, il est reproduit dans une petite brochure avec le discours de Segonzac, donc l'éloge funèbre de Segonzac étant l'adjoint de Jikel en fait aux missions techniques, s'occupe des missions techniques. Voilà. Donc les Chinois restaurent l'arsenal. Évidemment, comme toujours, c'est sous-financé, puisque ça n'a jamais été vraiment financé à partir des caisses de l'État. Et puis en 95 ou 96, Paul Claudel est nommé à Fuzhou. Donc il descend de Shanghai, il est à Shanghai, il descend à Fuzhou. Il dit comme Jikel, tiens, mais on a plein d'anglais, plein d'allemands, plein de portugais, on a même des japonais, mais on voit très peu de français. Donc on va peut-être relancer la coopération autour de cet arsenal, et puis on attirera par là des industriels et des commerçants français. En fait, il y a bien un nouveau contrat de 10 ans qui est signé. Donc il y a une reprise, mais on a à peu près le même scénario sans Jikel, donc les mêmes problèmes, sous-financement, problème entre cadre français et cadre chinois, notamment là cette fois-ci le directeur qu'on remercie à un moment refuse de donner les comptes de la société au patron de la société, c'est-à-dire les Chinois. Enfin, il y a plein d'affaires, donc ça se passe assez péniblement. Ils font quelques réparations et des bateaux civils essentiellement, et pas de militaires. L'arsenal continue sa vie jusqu'en 1937 quand les Japonais bombardent.
Et voilà. Et donc là, il est à peu près fermé. Voilà ce qui reste aujourd'hui. J'ai un camarade, j'ai tout un tas de photos, mais elles sont à peu près toutes de cet ordre-là, puisqu'il reste les bâtiments. Donc ça, c'est l'atelier des moteurs, qu'on a vu qui avait été bombardé et transpercé. Ça, c'est on peut visiter. Hein. Et ça, c'est le musée qui a été construit il y a quelques années, où il y a une exposition permanente où on parle de JTL et de la coopération entre la France et la Chine. Alors, je vous fais peur. Voilà. Alors, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. On reconnaît le personnage à droite. Donc ça, c'est un extrait. C'est un extrait d'un blog qui est tenu par une Taïwanaise qui habite à Paris. Le président chinois Xi Jinping avait mentionné au ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius son grand intérêt pour le français le plus célèbre en Chine, de l'orienté Prosper Gittien. Joli coup. Quelques semaines plus tard, Laurent Fabius est donc revenu en Chine, offrir en personne une réplique du buste offert par le gouvernement impérial chinois à la famille de Gittien en 1886 lors de son décès. On va faire ça. C'est 2015. Voilà. Donc Xi Jinping connaît Prosper Gittien, contrairement à certains d'entre vous. Avant cette séance. Juste, le buste est en bronze, celui remis par la Chine. Voilà. Bon, je vous fais une petite promo. Donc il y a trois Ukrainiens qui ont travaillé. Donc Amédée Sémillot qui a repris la direction de l'arsenal quand Talbot est parti. Voilà. Langlois, qui lui, c'est dans l'époque Claudel, qui a été chargé de prospecter pour aller trouver des minerais dans la province qui pouvaient éventuellement servir d'approvisionnement à l'arsenal, mais aussi à d'autres choses. Et puis Eugène Deschamps, qui donc est dans l'école, est directeur de l'école française. C'est pour ça que je vous dis que l'école française, après la fin du premier contrat, a continué. C'est qu'on a des gens. Et Deschamps est un des successeurs de Deschamps, c'est Léon Bédard, qui était prof de maths, qui est resté à Fuzhou très très longtemps, et qui se trouve être le gendre de Joseph Charignon, dont je vous parlerai peut-être une autre fois. Voilà. Juste, je voulais vous montrer ça, en fait, le vrai, qui est dans ma bibliothèque. Je l'ai oublié. Donc, c'est ça qui m'a fait connaître Prosper Gittien en 2011. Il est sur archive.org, donc il est consultable en ligne. Je vous incite à aller voir. Et puis le grand travail sur Gittien, c'est un universitaire américain qui l'a fait, c'est une thèse. Et j'ai trouvé l'essentiel des renseignements dans sa thèse. Il a eu accès aux archives de la famille. Donc il a été aux sources même. Enfin, évidemment, les citations étant en anglais, je vous disais pardon, parce que retraduire en français des citations traduites du français en anglais. Merci. Merci Philippe. Avez-vous des questions à poser